On va pas se fâcher. Premier débat, la flat tax, le PFU en français, prélèvement forfaitaire unique. Ah, j'ai réussi à faire ricaner Mathieu, c'est déjà ma journée réussie, le PFU, qui revient dans le débat. Le gouvernement qui pourrait le relever. On est à 30, pourquoi passer à 33 ou à 36%. Aujourd'hui, les revenus, les amis, des placements, dividendes, intérêts, plus-values sont taxés à 30%. Déjà, est-ce qu'on est dans la moyenne européenne? On est plutôt plus haut, en fait. Les Allemands sont autour de 28%. Donc, voilà, déjà, Agnès, elle regarde les meilleurs. Elle regarde toujours ceux qui sont meilleurs que nous. Non, mais en moyenne. Non, mais on est au-dessus de la moyenne européenne. De toute façon, on a sorti une étude à la Fondation IFRAP qui est passionnante, que je conseille, sur la fiscalité du capital et des revenus du capital en France pour les ménages et les entreprises. On est à 67 milliards de plus que la zone euro. Voilà, tous les ans. Plus de 2 points de PIB. Le ministre de l'économie, vous connaissez, Eric Lombard, il avait dit, c'était Ministre démissionnaire. Ministre démissionnaire, il faut être précis, vous avez raison, c'était avant l'été, que la flat tax se situait en moyenne en Europe entre 30 et 35%. Sous-entendu, il y a un peu de grain pour l'augmenter. Non, franchement, il n'y a pas de gras. Il n'y a pas de gras et en plus, on le sait déjà, ce qu'on voit, c'est que ça s'additionne avec d'autres fiscalités. Quand vous êtes aussi à l'impôt sur la fortune immobilière, quand vous êtes aussi à justement la surtaxe Sarkozy qui était soi-disant exceptionnelle, qui allait disparaître sur 3 ou 4% au-delà de 250 000 euros ou 500 000 euros, ça rajoute. Et en fait, c'est déjà à 33 ou 34%, parce que quand vous êtes au-delà de 250 000 euros ou 200 000 euros, vous êtes déjà surtaxé. Oui, on est à 37,2 avec la contribution différentielle sur les revenus. Non, les 20% plus. Mais les 20%. Mais voilà. Donc en fait, quand vous regardez la totalité, vous êtes plutôt entre 34 et 37 que autour de 30. Donc vous, ça vous choque qu'on augmente la flat tax de 30 à 33? Mais de toute façon, il faut qu'on arrête de surtaxer le capital dans ce pays. On veut des entreprises, on veut des entrepreneurs ou on n'en veut pas? C'est ça le sujet. Je vous dis, on est déjà à plus de 2 points de PIB de fiscalité sur le capital supplémentaire. C'est des chiffres qui sont imparables. Mathieu se contient. Il a envie de répondre. Non. Après, on est souvent au-dessus en fiscalité par rapport à nos voisins. On a des taux de prélèvement, c'est connu, qui sont supérieurs. La question, c'est, j'allais dire, face à cet enjeu qui est de réduire le déficit public, c'est est-ce qu'on peut se passer ou pas d'une fiscalité plus élevée sur les revenus du capital? C'est ça la question. On aimerait s'en passer. Mais c'est comment on partage cet effort. Et du coup, effectivement, plus vous allez monter dans l'échelle des revenus, plus les revenus financiers sont importants. Attention, donc, Agnès prend des notes, je tiens à préciser. Oui, non, mais et la question, c'est que ça a été fait pour être plus attractif fiscalement. Et c'est vrai qu'il y a la question de la concurrence fiscale, que vous avez bien soulevée là. Mais aujourd'hui, pour les hauts revenus, effectivement, vous êtes plus taxé quand vous avez des hauts revenus du travail que quand vous avez des hauts revenus du capital. Et donc, il y a quand même un découplage qui est assez net. Et la question, c'est est-ce qu'on peut se permettre ou pas de maintenir une flat tax à 30% pour vous, aujourd'hui? Non. Il faut le discuter. C'est-à-dire que je pense qu'il faut... Le problème, c'est qu'on n'a pas de budget aujourd'hui. Et je pense qu'il faut quelque chose qui nous donne une feuille de route un peu claire, savoir comment les efforts sont répartis. Et pour qu'ils soient justement répartis, on ne peut pas dire on va taper juste sur les riches, on ne peut pas dire on va juste taper sur la classe moyenne, on ne peut pas dire on va juste taper sur la dépense publique qui, à la fin, en fait, clairement, va profiter à des entreprises ou des ménages, même s'il y a des économies structurelles à faire. En tout cas, on voit bien qu'on ne trouve pas 100 milliards uniquement sur des questions structurelles. Et donc, ça pose la question de la répartition de l'effort. Et puis, après, au fond... oui, effectivement, cette concurrence fiscale, elle existe, et les revenus financiers, une flat tax a été fait pour ça. Et j'allais dire, malheureusement, dans le même temps, la France n'a pas montré une super performance économique, même s'il y a eu des investissements, même si on est attractif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien, on parlera de la question de la croissance. Aujourd'hui, la France est aussi face à un défi autour de la croissance. Donc, moi, je pense que... Vous êtes ministre de l'économie, vous augmentez à combien la flat tax, vous ? Moi, je pense qu'on peut, à 35, ça rapporte 1,5 milliard, je crois, à peu près. Agnès renote, 35. Non, mais 35, on reste quand même inférieur à l'imposition des revenus du travail. Donc, il y a quand même encore un avantage fiscal de ce côté-là. Mais ça doit être forcément couplé à aussi, j'allais dire, des politiques un peu plus structurelles qui sont tournées sur l'innovation, sur la réindustrialisation, des choses comme ça. Je pense qu'on pense trop que la fiscalité est en fait un peu l'alpha et l'oméga d'une politique économique, même si bien sûr ça existe, et on est rentré beaucoup dans cette compétitivité fiscale. La question, et que vous avez souligné, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, nos voisins ne la remontent pas. Et ça posera quand même un problème. Et donc, on va être face à ce défi-là. C'est qu'effectivement, on va alourdir la fiscalité, que ce soit sur le travail ou le capital. Et donc, on va être face à cette difficulté, face à des voisins qui ont
plus attractifs fiscalement. Ouais. Moi, je trouve que c'est une erreur de toujours comparer le niveau de fiscalité du capital et du travail. Ça a été une grosse erreur qu'a faite notamment au démarrage, hein, c'était sous Nicolas Sarkozy, quand on a augmenté la CSG sur les revenus du capital. On s'en souvient, c'était la fin du mandat de Nicolas Sarkozy. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu François Hollande qui a voulu mettre au barème les revenus du capital. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Ça a mis l'économie française quasiment à l'arrêt. Il y a eu, on l'a vu, plus de distribution de dividendes, finalement des boîtes qui n'embauchaient plus, qui n'investissaient plus, etc. etc. Et donc, tout ce qui va dans le sens de dire « Oh là là, c'est grave parce que le travail est plus imposé que le capital », mais franchement, il n'y a aucun pays qui veut imposer le capital comme le travail. Pour des raisons de concurrence fiscale. Mais hein, aussi, mais aussi Mathieu, reconnaissez-le, c'est aussi parce que quand vous prenez des risques pour monter une entreprise avec votre argent, ce n'est pas du tout la même chose que quand vous touchez un salaire. On n'est pas du tout dans le même niveau de risque. Y a quand même un moment, l'idée, et ça, il y a beaucoup de salariés aussi qui le savent, pourquoi ils ne montent pas eux-mêmes leur propre boîte? Parce qu'ils savent qu'il y a des chances aussi que de tout perdre. Et c'est là que la prime de risque, elle doit exister quand même pour celui qui prend des risques, pour créer les emplois des autres et créer la valeur ajoutée qui va bénéficier à tout le pays. Il ne faut pas l'oublier, ça, quand même. Les revenus financiers, ce n'est pas forcément que votre boîte que vous montez. Hein. Ça peut être des placements financiers. Et les placements financiers, ok, vous pouvez dire qu'il y a plus de risques sur le placement financier, mais la personne qui travaille peut aussi perdre son travail. Mais quand même, du coup, pas du tout. Non, mais c'est pour des questions d'attractivité. Je ne crois pas que ce soit pour des histoires de risque, des histoires d'attractivité fiscale aussi. Ça a été vendu comme ça. Hein. Pour avoir une politique plus pro-business, on a fait un package de baisse de la fiscalité du capital. Mathieu, citez-moi le pays qui impose de la même manière le capital et le travail. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que... Alors, je n'ai pas dit qu'on les imposait pareil. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les conditions actuelles, on a les moyens de maintenir une flat tax à 30%? C'est-à-dire, est-ce qu'on va dire, on va faire 40, je ne sais pas combien, 44 milliards cette année, puis 100 milliards jusqu'à l'horizon de 2029. Est-ce qu'on va dire, on est capable de faire ça, tout en maintenant une fiscalité du capital qu'on ne touchera pas? Alors que le débat, qui est quand même très fort, hein, je veux dire, moi je ne suis pas ministre de l'économie, hein, et autour aussi du partage de l'effort. Et moi je ne suis pas pour la taxe Zuckman, mais il va falloir répondre. Heureusement. Heureusement, après on pourra en discuter. Mais c'est justement quelle est la répartition de l'effort. J'aimerais bien dire, on a des marges de manœuvre budgétaires, on peut baisser la fiscalité du travail et du capital, mais ce n'est pas le cas. Mais justement, moi j'aimerais bien qu'on revienne sur ce sujet de taxe Zuckman, parce que ça a quand même... Un instant, juste avant la taxe Zuckman, parce que sur la flat tax, si elle passe de 30 à 36%, ça rapporte 1,5 milliard. Ok, vu l'effort à faire de 40 milliards d'euros par an d'économie sur chaque année, cette concession qui serait faite, évidemment, on l'a compris, au Parti socialiste, est-ce que ces effets secondaires ne sont pas plus catastrophiques? Ou pas d'ailleurs, parce que pour gagner 1 ou 1,5 milliard, derrière, on envoie un signal peut-être aux épargnants, aux investisseurs qui n'est pas le bon et qui induira peut-être des pertes de recettes fiscales ou d'un manque à gagner dans le futur. Vous dites ça rapporte, mais en fait vous n'en savez rien. Qui sait combien ça pourrait... Un point censé rapporter 250 000 euros. Oui, censé. La contribution différentielle sur les hauts revenus, la fameuse taxe à 20% minimum... Ça devait être 2 milliards, non? Ça devait être 2 milliards, on ne les aura pas, les 2 milliards. Comment vous le savez, ça? Mais parce que aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'on aura entre 1,3 et 1,5 milliard maximum. Et ça, c'est la première année. Et la deuxième année, vous verrez qu'on aura encore moins si jamais c'était reconduit. Pourquoi? Parce que quand François Hollande taxe au barème c'est les revenus du capital, c'est exactement la même chose. Les gens s'organisent et font différemment. Moi, ce qui m'ennuie avec cette flat tax, c'est que finalement, elle touche tout le monde. Si on la passe de 30 à 36%, si l'objectif, c'est de faire participer les plus fortunés, quelque part, là, tout le monde va y passer avec une flat tax qui passe de 30 à 36%. Oui, mais parce qu'en fait, il y a aussi quelque chose qui n'est pas compris dans l'inconscient collectif, c'est qu'il n'y a pas 1800 personnes qui peuvent payer pour l'ensemble du déficit français. Ça n'existe pas. Ça, c'est la taxe Zuckman. C'est pas la flat tax. Hein. Mais oui, je sais bien, mais dans... elle veut parler de la taxe Zuckman. Ce que je veux expliquer, c'est que l'idée de dire on n'a qu'à taper juste sur les riches parce que ça va permettre de résoudre le problème du budget, et c'est un peu le message du Parti socialiste ces derniers jours, pour dire en fait il faut concentrer... Gabriel Zuckman a toujours dit, il l'a redit, il y a eu cette conférence de presse cette semaine, il était quand même Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, donc c'est pas rien. Il disait en gros, il n'est pas question que les riches payent plus que les autres, c'est qu'ils payent au moins en pourcentage, autant que les autres. Justement, David. Avant Agnès, juste. Le message de... Oui, alors c'est vrai que ces travaux... Quelle est cette réalité? Moi, je n'arrive pas à savoir si aujourd'hui, pour des raisons très riches, en pourcentage,
paye moins d'impôts. Alors ça a été pas mal le commun des démontré. La question, c'est alors sur les très riches, hein, c'est vraiment tout en haut. Et pour des raisons qu'on connaît. Hein. Pourquoi? C'est en proportion. Hein. Ça ne veut pas dire qu'en valeur absolue, on paye moins. C'est en proportion. Oui. Parce que d'une part, les revenus financiers sont moins taxés que les revenus du travail. Et donc on est là-dessus. Donc plus vous montez dans l'échelle des revenus, plus la part de vos revenus est faite de revenus financiers. Ce pas les revenus du travail. Donc 30% flat tax. Versus un taux marginal d'impôt sur le revenu qui va être à 45%. Quoi. Donc vous avez ça, plus après des effets de bouclier, par le mécanisme qui a été démontré, des holdings en réalité. Et donc finalement, par rapport à ce qu'on appelle le revenu économique, qui intègre en fait les dividendes que vous êtes censé toucher, mais qui sont placés dans holding et qui ne sont pas taxés, en fait vous payez assez peu d'impôts par rapport à cette réalité-là. Et donc c'est comme ça que vous arrivez... Il y a vraiment un rapport de 1 à 2. En tout cas, je ne sais pas, là-dessus... En pourcentage. On peut critiquer la proposition, mais en tout cas, les travaux... Si c'est vrai, même Agnès, ça vous pose problème. Ont été reconnus. Agnès, si c'est vrai. Non, mais alors là, David, j'aimerais qu'on revienne aux fondamentaux sur ce sujet. D'où vient cette assertion? Elle vient de la note de l'IPP sur les milliardaires, la fiscalité du milliardaire. Ils sont des gens sérieux quand même. Hein. Qui est sorti en 2023. Oui. Et qu'est-ce qu'ils font pour calculer ça? Ils disent en fait, vous n'avez pas touché certains revenus, on ne sait même pas si les gens vont les toucher un jour. Hein. Parce que quand vous avez des dividendes non distribués, ils peuvent aussi servir à investir dans votre entreprise, ils peuvent servir à racheter d'autres entreprises, ils peuvent servir à payer les droits de succession. Vous pourriez les laisser dans votre boîte. Hein. Non, mais ils peuvent servir à payer les droits de succession pour transmettre à ses enfants, hein, parce que là, il y a énormément de boîtes qui vont arriver avec des transmissions d'entreprise, parce que les baby-boomers vont passer la main, et il y a un vrai sujet de transmission d'entreprise qui va se passer sous nos yeux. Et alors, qu'est-ce qu'on voit sur les chiffres, en l'occurrence? C'est dire, ah ben voilà, on vous reproche de ne pas avoir payé assez d'impôts sur un revenu que vous n'avez pas touché. C'est absolument pas constitutionnel. Mais parce que vous l'avez mis dans une holding. Non, mais, après, si oui, mais vous ne le touchez pas. Vous ne le touchez pas. Est-ce qu'on peut Est-ce que je peux vous reprocher de ne pas payer un impôt sur un revenu que vous n'avez pas dans la poche? Bah non. Mais pourquoi non, mais il y a quand même vous l'utilisez. d'optimisation. Non, mais c'est là où il y a un gros problème, à mon avis, dans le débat français. Est-ce que on a pas vu, pas pris? Non, mais c'est ça, c'est pas touché, pas fiscalisé. À partir du moment où vous avez un dividende que vous n'avez pas touché, vous ne pouvez pas l'utiliser au quotidien dans votre vie personnelle. Donc, en réalité, on vous reproche quelque chose qui est... c'est même pas constitutionnel d'imaginer ça. Vous entendez l'argument ou pas? Pourquoi Tant qu'on ne l'a pas pris, il n'y a pas de raison de faire fiscaliser. C'est vrai qu'on peut entendre l'argument. Oui, alors on peut l'entendre, mais si effectivement ça crée en fait ce mécanisme de forme d'optimisation, parce que vous ne touchez pas des dividendes que vous allez bloquer d'un côté, payer moins d'impôts pour avoir des boucliers et transmettre un jour, et vous ne serez jamais taxé sur ce... Alors justement, mais ça aussi... Sur la plus-value, vous le saurez. Ça aussi, j'aimerais répondre là-dessus. Les Suédois, depuis 2004, il y a 0 taxation sur les successions et sur les donations. Eux, ils ne se prennent pas la tête tout le temps en train de se dire... Allez vivre en Suède Non, mais pourquoi ils le font? Pour garder leurs entreprises et leurs entrepreneurs. Oui, enfin ici, on a le et nous, on est... Oui, on a le pacte du trade, mais alors franchement, Mathieu, vous savez bien qu'on a une moyenne de coût de la transmission autour de 15% de la valeur des boîtes, alors qu'en moyenne en Europe, c'est 5%, et que dans plein de pays européens, de plus en plus, j'ai cité la Suède, mais il y en a plein d'autres, où c'est quasiment 0, voire 0 tout court. Donc le souci qu'on a, c'est qu'on transmet à plus cher, on paye plus d'impôts sur les revenus du capital toute sa vie, et après on nous dit il y a des abus. Non mais attends, en fait, non. La réalité... La réalité, c'est quand même... Alors voilà, je ne conteste pas tous les chiffres que vous avez donnés. La réalité, c'est qu'on a une montée des inégalités quand même qui est forte sur les revenus, notamment les revenus et les patrimoines. Et ça, c'est vrai que moi, je suis d'accord, il faut préserver l'outil productif. Il faut faire attention à ça, justement. Donc pas de taxe Zuckman, alors? Non, pas de taxe Zuckman, mais on a quand même une question sur cette évolution patrimoniale qui est quand même très forte, avec des inégalités fortes. Et donc, vous vous retrouvez face à une montagne budgétaire, un déficit, et dire où est-ce que vous allez trouver des ressources fiscales. Dire qu'on ne va pas du tout toucher à ça, me semble aujourd'hui, dans le contexte, très compliqué. Et donc, il faut quand même distinguer ce qui peut être, et ça, je pense que vous serez d'accord avec ça, de la rente, parce qu'on risque de rentrer aussi dans des économies de rente, hein, c'est-à-dire avec des transmissions de fortune. Ça ne crée pas de l'innovation, ce n'est pas ce qui crée de la richesse. J'allais dire qu'on s'enrichisse au cours de sa vie, c'est OK. Mais après que vous arriviez, on voit d'ailleurs, regardez, hein, aujourd'hui dans les patrimoines constitués,
c'est plus le travail qui permet de constituer son patrimoine. C'est ce que vous avez hérité. On a quand même un souci. Et ça, on peut être d'accord sur le fait de dire, d'abord, c'est assez inégal, et en plus, c'est pas bon pour l'innovation. Et donc, il y a quand même une solution à trouver là-dedans. Je trouve vraiment que c'est un débat qui est extrêmement dangereux pour l'avenir de la France. Parce que dans tous les pays européens, il y a des transmissions d'entreprises sur... Ils ont des problèmes aussi. Oui, mais leurs transmissions d'entreprises, pourquoi ils les facilitent et pourquoi ils les taxent le moins possible? Justement pour garder leur boîte dans leur pays et pour garder les emplois marchands dans leur pays. Nous, on est en train de dire, oh là là, c'est scandaleux, il y a des héritiers. Mais dans toute l'Europe, il y a des héritiers d'entreprises. Oui, et heureusement qu'il y a des familles. Mais c'est de plus en plus heureusement qu'on a des familles. Vous savez que 60% de l'emploi, il est dans des entreprises familiales. On est quand même dans des pays où finalement, oui, heureusement, il y a du savoir-faire, il y a de la transmission. Oui. Parce que qu'est-ce qu'on voudrait finalement? On veut quoi comme capitalisme, si on ne veut pas de capitalisme familial? J'aimerais revenir sur cette histoire de... Non mais c'est hyper important. Parce qu'il faut qu'on passe... C'est hyper important. Nous, on a pris tous les impôts directs par décile, par 10% des ménages français, et on a regardé quel est le taux d'impôt qu'ils payent par rapport à leurs revenus disponibles bruts. Et quand on regarde ça, on voit que les plus faibles en termes de revenus, ils sont à 8%, les plus aisés, ils sont à 42%. Et quand on regarde, on fait un distinguo, comme d'ailleurs le fait l'IPP entre les 1% et les 0,1%. Ben les 0,1%, ils ne sont pas à 27% sur l'ensemble des impôts directs, ils sont à 55%. Donc là, il y a... Avec l'IPP alors. Non, mais il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet sur quel est et ça, j'aimerais, moi, qu'à un moment, Bercy aussi nous donne ses propres chiffres et nous dise, voilà, maintenant, on arrête de raconter... Au-delà des 0,1% en fait, non, mais on est sur les 0,01%. Mais juste pour revenir les données fiscales. La réalité, c'est que quand on fait croire... La flat tax, juste si elle augmente, après on passe à autre chose, si elle augmente la flat tax de 30 à 36%, on ne touche pas les 0,01 spécialement, on touche tout le monde. En proportion, vous touchez plus les très hauts que le bas, parce que c'est les revenus financiers qui sont taxés, quoi. Ouais. Et donc on dit quoi? Donc un passage de 30 à 36% de la flat tax, c'est une ineptie, évidemment, pour vous? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. On y va tout droit. Mais surtout que le but, justement, de la flat tax, c'était de dire, ben voilà, j'incite à investir dans l'économie. Et là, quelle va être l'incitation, en fait, à investir dans l'économie française? Enfin, après, on a juste un petit mot, mais on n'a jamais eu autant d'épargne en France. J'allais dire, donc la question c'est est-ce que cette épargne, elle finance réellement l'économie et le risque? Voilà, c'est quand même une question qui est forte. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une épargne forte avec une rentabilité qui est... À ce moment-là, si vous pensez que ça finance... Non, mais attendez, à ce moment-là, ça ne veut pas dire parce que vous baissez... Je vais jouer l'avocat du diable. C'est pas juste parce que vous baissez la flat tax que vous assurez de financer l'innovation et le risque. Voilà, c'est ça mon problème. D'accord, ok Mathieu, à ce moment-là, jouons l'avocat du diable. Pourquoi vous taxez pas plutôt les livrets A? On peut se dire que ça va clairement pas financer les entreprises de France. Alors, après, non mais d'accord. Je vous dis ça parce que... Non mais voilà, il y a un moment où le discours, il n'est pas clair. Il ne suffit pas de baisser la fiscalité du capital pour être innovant. Voilà, c'est ce que je dis. Donc vous l'augmentez. Je l'augmente dans le contexte actuel. Je veux dire... c'est une grave erreur parce qu'il n'y aura pas les recettes. Il va falloir trouver 100 milliards. Il va falloir trouver 100 milliards dans les 4 prochaines années. Donc, est-ce qu'on peut dire, aujourd'hui, on ne touche pas du tout? Là, on parle d'un milliard en plus, d'un milliard sur ça. Et là, moi, je voudrais juste rajouter quelque chose, parce que ce que dit Mathieu au départ, c'est comment on répartit. Et moi, je suis complètement contre l'idée de dire qu'il faut répartir entre plus d'impôts et peut-être un peu d'économie. Ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire pour la France. Il faut faire 110 milliards d'euros d'économie en dépenses d'ici 2029, et il faut faire non pas des hausses d'impôts, non mais on les a détaillés, nous, on a tout publié. Il ne faut pas faire des hausses d'impôts, il faut faire des baisses d'impôts. Pourquoi? Je vais m'expliquer très rapidement. Parce que quand on baisse la dépense, il y a un aspect récessif quand même de la baisse de la dépense. Et donc ça fait baisser un peu la richesse nationale. Et quand on se dit, il y a moins de dépenses publiques, donc il y a un PIB qui va être un peu plus faible, si on veut booster le PIB de la France en création de valeur ajoutée marchande, eh bien là, vous faites des baisses d'impôts. Et justement, il y a des choses très très simples à faire, du style dire, pendant 3 ans, il n'y a pas de taxation du tout sur les donations entre les plus âgés et les plus jeunes, parce que ça va créer justement de l'activité, parce que les plus jeunes, ils vont, au lieu d'avoir de l'épargne dormante, ils vont aller créer des startups, ils vont aller investir. Ils peuvent très bien hériter sans faire tout ça. Et s'acheter une petite bagnole. Une bagnole ou un appart. Mais
pour eux. Mais pourquoi pas? Pourquoi Mais pas? Parce d'accord, que mais non, mais attends, l'immobilier, contrairement à ce que vous croyez, ça participe aussi non, mais ça participe de l'économie. pas l'immobilier neuf, mais si vous achetez un appartement qui existe, vous ne créez pas de valeur ajoutée. Mais alors là c'est tout un débat qu'on peut avoir, mais imaginons que justement on soit sur de l'immobilier neuf, là vous ne pouvez pas dire que ça crée, mais est-ce que ça crée pas de richesse. va là où vous avez des besoins. Là vous mettez un peu dans les pantoufles de la vision de Bercy, qui est toujours de dire ah bah nous on veut exactement savoir ce que vont faire les contribuables français avec la mesure qu'on va leur permettre d'avoir. Donc alors on va dire on va faire 100 000 € de transmission possible supplémentaire, mais alors il va falloir que ça achète un appartement à tel endroit de neuf qui aura tant de pièces, et à la fin on fait des usines à gaz. Voilà la réalité. Ouais. Donc si on veut libérer notre économie, il faut baisser les taxes de production, il faut baisser la fiscalité sur les donations-succession, il faut baisser les droits de mutation. Et après il va falloir dire où vous faites des économies, parce que les économies, à la fin, dans beaucoup de cas, il y a un ménage d'une entreprise. Agnès, si vous lancez sur les économies, non mais d'accord, mais 110 milliards c'est beaucoup. Je veux bien vous en parler, il y a quelque chose de très simple. 20 milliards sur les 110 milliards, c'est repousser l'âge de départ à la retraite. Vous voyez, ça c'est quelque chose. C'est 20 sur 110. Ouais, mais ça fait. Elle a un programme. Il y a une autre mesure qui fait une quinzaine de milliards d'économies, c'est une allocation sociale unique qui est plafonnée et qui est imposable. Parce que vous dites, il n'y a pas de le capital de travail. Mais moi, je vous dis aussi un truc. Les amis, les aides sociales cumulées, elles sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. On va passer Elles sont pas soumises à l'impôt sur le au deuxième sujet de débat. C'est parti.